Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France proposée par les Digital Doers. Au sommaire cette semaine, 6 articles. Le premier, Vestiaire Collective, lève 178 millions d'euros. Le second, 555 millions de dollars de plus pour Miracle. Le troisième, la digitalisation des points de vente. Le quatrième, les influenceurs, ces nouveaux chouchous de la grande consommation. Le cinquième, en quoi les nouveaux moyens de paiement dessinent-ils le futur des plateformes? Et enfin le sixième, Facebook, Instagram, WhatsApp, la stratégie de Mark Zuckerberg pour charmer les e-commerçants. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis, sans interprétation, une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Vestiaire Collective lève 178 millions d'euros auprès de SoftBank pour une valorisation à 1,45 milliard. Article à lire sur French Web en date du 22 septembre. La pépite française Vestiaire Collective, vente en ligne de vêtements et accessoires de luxe de seconde main, a levé 178 millions d'euros dans une opération qui porte sa valorisation à 1,45 milliard d'euros, a-t-elle annoncé mercredi. L'opération est menée notamment par SoftBank Vision Fund, le fonds du milliardaire japonais Masayoshi Son, qui était déjà derrière la levée record de 180 millions d'euros annoncée mardi par Sorare, un jeu d'échange en ligne de vignettes de joueurs de football. Génération Investment Management, cofondé et présidé par l'ancien vice-président américain Al Gore et d'autres fonds aux commandes de l'opération. Les actionnaires existants, BPI-France, Condé Nast, Euraseo, Corelia Capital, ont réinvesti également. Une croissance de plus de 100% aux États-Unis, son premier marché. Vestiaire Collective revendique 11 millions de membres, internautes qui achètent ou vendent des articles sur la plateforme. Le nombre total de ces commandes a augmenté de plus de 90% sur les 12 derniers mois, incluant notamment une croissance de plus de 100% aux États-Unis, désormais son premier marché, et de plus de 150% en Asie, a-t-elle indiqué dans son communiqué. L'entreprise compte près de 500 collaborateurs en France, Allemagne, États-Unis, Hong Kong et Singapour. L'annonce de Vestiaire Collective survient au lendemain de l'annonce de 2 levées de fonds records de la French Tech par la start-up Sorare, 580 millions, et l'éditeur logiciel Miracle, 473 millions d'euros. D'une manière générale, les jeunes pousses de la tech n'ont jamais connu d'année aussi faste, avec des levées de fonds qui, dès la fin de juin, excédaient les records annuels précédents. Vestiaire Collective affiche la certification B Corp, qui marque son engagement de pratiquer les normes sociales et environnementales les plus élevées. Le groupe de luxe Kering avait fait son entrée dans le capital de Vestiaire Collective à l'occasion d'une précédente levée de fonds en mars dernier. E-commerce, 555 millions de dollars de plus pour la licorne Miracle, à lire toujours sur French Web en date du 21 septembre. Miracle, spécialiste français des places de marché en ligne, a annoncé mardi avoir bouclé une levée de fonds de 555 millions de dollars, soit 473 millions d'euros, qui valorise l'entreprise à quelques 3,5 milliards de dollars. 3 milliards d'euros. L'entreprise, qui avait déjà levé 300 millions de dollars en septembre 2020, revendique la 5e plus importante levée de fonds pour une entreprise du secteur des logiciels SaaS en Europe, et la plus importante en France dans le secteur, selon son cofondateur Philippe Corot, contacté par l'AFP mardi. Silver Lake dirige cette nouvelle opération aux côtés d'investisseurs historiques comme 83 North, Elia Partners, Felix Capital et Permira. L'éditeur de logiciels créé en 2012 est spécialisé dans les places de marché en ligne qui permettent aux distributeurs de proposer une offre pléthorique à leurs clients sans avoir à gérer les stocks en agrégeant des vendeurs tiers. Il avait annoncé début janvier avoir réalisé une année 2020 assez exceptionnelle avec un volume d'affaires sur les places de marché de ses clients
Gross Merchandise Value, indicateur de référence de l'activité des places de marché en ligne, de 3,1 milliards de dollars, soit 2,6 milliards d'euros environ. Environ un cinquième de ce volume d'affaires concerne des acteurs français, précisait l'entreprise, qui propose des solutions à destination des consommateurs en B2C, comme celle de Leroy Merlin ou de Carrefour en France, mais aussi entre professionnels, donc en B2B, pour Airbus Helicopters, Petra Pak ou Thales par exemple. Des acquisitions pour se renforcer. Avec les fonds levés auprès de prestigieux investisseurs comme le californien Silver Lake, Miracle prévoit de recruter 350 développeurs pour travailler sur l'intelligence artificielle ou de développer de nouvelles fonctionnalités comme le dropshipping qui consiste à mettre en vente un produit que l'on n'a pas encore en stock mais que l'on obtient auprès d'un fournisseur. Miracle entend en outre faire croître rapidement, Miracle Connect, son écosystème de vendeurs pré-référencés et sélectionnés pour la qualité de leur offre. L'entreprise qui revendique des collaborateurs dans 14 pays et des clients dans plus de 40 pays selon Philippe Corot, veut en outre poursuivre son développement à l'international, ciblant les principaux marchés de la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique, des Amériques et de l'Asie-Pacifique. Elle veut enfin se donner les moyens de saisir toutes les opportunités de développement, y compris de croissance externe. Nous n'avons pas d'acquisition en tête précisément, a déclaré sur ce point Philippe Corot, mais nous voulons pouvoir saisir des opportunités quand elles vont se présenter, avoir les moyens d'agir le jour où l'on identifie une cible. La digitalisation des points de vente, attention à la catégorie de produits. À lire sur e-commercemag.fr en date du 23 septembre. Les distributeurs confrontés à la concurrence accrue des marketplaces doivent trouver des moyens de continuer à attirer leurs clients en magasin. Une des pistes est d'introduire des bornes digitales d'achat en magasin via les technologies actives pour l'intégration des canaux. Les nouvelles technologies offrent des opportunités en magasin, comme le fait de pouvoir essayer virtuellement un vêtement ou de scanner une étiquette pour obtenir des informations complémentaires. Nous nous intéressons plus particulièrement aux technologies permettant aux clients d'avoir accès au site internet du distributeur alors qu'il est en magasin. Les technologies interactives pour l'intégration des canaux TIC, comme le kiosque digital ou l'application mobile du distributeur. Ces technologies sont coûteuses et demandent des efforts importants pour le distributeur. Il est donc crucial de s'assurer de ces effets auprès des clients. Qu'est-ce qu'une technologie interactive pour l'intégration des canaux TIC ? Une technologie interactive regroupe les méthodes, outils et instruments permettant une interaction entre les entités, individus, machines ou organisations, pour faciliter les échanges. L'intégration des canaux représente le degré auquel une entreprise coordonne ses canaux pour créer des synergies pour l'entreprise qui apportent des bénéfices aux clients. Il s'agit d'assurer une image cohérente, une proposition de valeur coordonnée, une information alignée entre les canaux et un suivi de commandes entre canaux. Dans la distribution, l'intégration des canaux peut se faire soit en donnant aux clients qui achètent en ligne un accès au magasin physique, soit en donnant aux clients qui achètent en magasin un accès au magasin en ligne. Nous nous intéressons au second cas, celui où le client visite un magasin physique d'un distributeur et peut accéder via son téléphone ou un kiosque à l'offre en ligne de ce même distributeur. Quel bénéfice le client peut retirer de ces outils TIC ? Nous avons mené 3 études auprès de 900 consommateurs durant lesquelles nous avons proposé aux clients d'acheter un produit en indiquant qu'il n'était pas disponible sur les étagères lors de leur visite en magasin physique, mais pouvait être acheté via la borne interactive ou l'application du distributeur sur un smartphone. Les résultats montrent que les TIC permettent de retenir les clients et d'éviter qu'ils achètent à la concurrence. Cet effet est principalement lié au fait que les TIC améliorent pour les clients la facilité perçue de l'expérience d'achat, la variété perçue de l'assortiment proposé et au fait que les TIC diminuent la frustration si un produit n'est pas disponible en magasin. Est-ce pareil pour tous les produits ? Nos analyses montrent que les effets ne sont pas les mêmes selon que les clients achètent des produits expérientiels comme des livres ou des produits plus fonctionnels comme un t-shirt. En effet, l'effet des TIC est d'autant plus fort que le produit recherché est un produit fonctionnel. Par ailleurs, les effets sont plus forts pour les clients qui ont une expérience d'achat en ligne, qui peuvent davantage apprécier les fonctionnalités de l'accès au canal digital. En conclusion, les résultats montrent que même si la mise en place de ces technologies interactives demande des ressources importantes,
elles peuvent nettement contribuer à améliorer l'expérience d'achat et conserver ses clients. Les influenceurs, ces nouveaux chouchous de la grande consommation. À lire sur LSA, lsa-conso.fr, en date du 20 septembre. Cette semaine, LSA se penche sur les influenceurs, ces stars des réseaux sociaux, à qui la grande consommation fait désormais les yeux doux pour promouvoir des produits, redorer sa marque et rajeunir sa cible. Collaborer efficacement avec eux requiert de maîtriser les codes de leur prise de parole, bien moins réglementés que n'importe quel autre moyen de communication. Notre enquête. Vous pensez que je peux faire croire à ma maman que j'ai fait ce gâteau moi-même pour la fête des mères, ou elle va capter que c'est un Picard surgelé ? /collaboration. Ce post diffusé le 27 mai dernier sur Instagram est accompagné de la photo d'une jeune fille en train de se délecter d'une pâtisserie surmontée de guimauve. Il est signé Lena Situations, l'une des influenceuses les plus connues en France. Il résume à lui seul pas mal de caractéristiques propres à cette prise de parole. La création et le texte l'accompagnant sont proposés par Lena Mafouf, dite Lena Situation, et parfois validée en amont ou non par l'enseigne selon l'accord contractualisé. L'image, le discours et le ton sont de toute évidence beaucoup moins maîtrisés par la chaîne de Surgelé, mais elle permet à Picard de se dévoiler auprès d'une cible jeune, très jeune même, l'influenceuse n'ayant pas encore soufflé ses 24 bougies. C'est bien là tout l'enjeu de cette collaboration, capter ces consommateurs peu présents devant une télévision. Les 15-34 ans passent à présent moins de 110 minutes par jour devant la petite lucarne contre près de 170 en 2012, selon Médiamétrie. A l'inverse, le temps consacré aux ordinateurs et mobiles frôle les 5 heures par jour, tous âges confondus. Les réseaux sociaux figurent, eux, en tête des applications mobiles les plus consultées. De quoi en faire une nouvelle place to be pour les marques de la grande consommation. L'influence, c'est le nouveau prime time. C'est une communication incarnée qui génère bien plus de confiance car elle est plus authentique. Ce n'est pas la marque qui parle, note Nathalie Jacquier, directrice de la marque et des médias pour le groupe Carrefour. Il y a des messages pour lesquels la marque n'est pas légitime. Le digital est devenu notre deuxième poste en termes de dépenses médias après la télé. Sur le premier, on incarne des messages par le biais d'influenceurs. Sur le second, la marque montre. Confirme Émilie Vantajolt, senior marketing manager pour les boissons Lipton du groupe PepsiCo. Avec des montants d'investissement sans aucune comparaison avec la télévision, pas étonnant de voir ces marques les yeux rivés sur les réseaux sociaux, Instagram en tête. L'écrasante majorité des acteurs interrogés confirment que les budgets médias ont été réalloués au profit des réseaux sociaux et des collaborations avec les influenceurs. Ceci présente l'intérêt propre au digital de pouvoir tracer et comptabiliser tous les KPI jusqu'aux ventes lorsque le créateur de contenu délivre un code promotionnel. Pendant longtemps, pourtant, les collaborations se sont montrées sporadiques. Les enseignes et marques de mode et de beauté comme Zara, H&M et L'Oréal ont rapidement structuré leur influence avec des incubateurs pour le dernier, afin de former des influenceurs et de leur délivrer les valeurs de la marque et des informations sur les produits. Relève Christophe Manceau, directeur du planning stratégique de Kantar Media. Illustration faite avec la marque de cosmétiques de LVMH. Nous sommes arrivés sur les réseaux sociaux en créant nos propres posts, mais l'explosion des contenus suppose aussi plus de diversité, témoigne Élise Ducret, directrice marketing de L'Oréal France. Nous avons donc rapidement structuré notre communication avec des influenceurs selon chaque marque, des dons de produits jusqu'au choix d'une égérie. Les youtubeurs ex-aequo avec Macron. Encore maintenant, la beauté et la mode gardent un temps d'avance dans le domaine de l'influence. Plus de 30% des posts issus de collaborations concernent ces deux catégories selon le cabinet Riche. Parmi les marques ayant le plus collaboré en 2020 en France, on retrouve ainsi Zara, Sephora, le pure player chinois de mode Shein, Nike, H&M ou Made.com. Au niveau international, ce sont peu ou prou les mêmes secteurs qui se distinguent. Seul Walmart fait figure d'exception dans l'alimentaire. Il compte parmi les plus importants activateurs de contenu via des influenceurs. En la matière, les pionniers sont à trouver du côté de la Chine où ceux-ci sont devenus de puissants vecteurs de vente en ligne. Aujourd'hui, la pratique se généralise aussi sur le vieux continent. Pepsi, Nestlé, Carrefour
Lidl ou Nestlé, autant de grands noms qui ont accéléré leurs efforts en matière d'influence jusqu'à constituer un axe stratégique pour certains comme Yves Rocher et Jennifer. Un terrain très vaste s'ouvre à eux. La France recense quelques 150 000 influenceurs, c'est-à-dire des personnes ayant un pouvoir de prescription en ligne grâce à leur contenu diffusé principalement sur YouTube, Instagram, Facebook, TikTok et Snapchat. Parmi eux, on distingue différentes strates d'influenceurs à activer selon les objectifs définis et le budget alloué au projet. Entre 50 000 et 300 000 abonnés, ce sont des comptes qui travaillent l'engagement de la marque. Au-delà, on travaille surtout la notoriété, distingue Delphine Bénédicte, directrice marketing internationale de l'agence marketing Territory Influence. Les stars les plus bankable, qui rapportent de l'argent, viennent du monde des émissions de télé-réalité, Nabila en tête. La plateforme vidéo YouTube fait, elle, émerger plein d'humoristes, à l'instar de Cyprien ou Squeezie, travaillant de plus ou moins fréquemment pour des entreprises. Le plus célèbre d'entre eux, Norman, a ainsi collaboré avec Fanta, la marque de chocolat Crunch, ou encore les montres Daniel Wellington, entre autres. Leurs vidéos dépassent régulièrement les 10 millions de vues. Seule la finale de l'Euro 2020 de football, 12 millions, et quelques allocutions du président Emmanuel Macron ont récemment fait mieux à la télé. Le portrait robot des influenceurs français. Pour structurer cette prise de parole, les grands groupes ont défini la place à accorder à l'influence. Pour chaque temps fort, nous définissons à présent si on fait un relais via l'influence et comment, indique ainsi Isabelle Schmitt, directrice de la communication de Lidl. 3 personnes s'occupent en interne des réseaux sociaux, équipe qui est rattachée depuis le mois de janvier au service publicité, car c'est aussi un pan du business, souligne-t-elle. L'enseigne reconnaît payer peu d'influenceurs, mais s'appuie sur ceux qui aiment déjà la chaîne de magasins et le revendiquent sur la toile. Les équipes d'Isabelle Schmitt organisent en outre régulièrement des voyages et des événements pour leur proposer des contenus à poster sur les réseaux sociaux. D'autres affinent le choix des influenceurs à recruter selon leur stratégie. Nous sélectionnons des micro et macro-influenceurs pour chacun de nos axes de communication. Certains parleront de notre RSE, d'autres relayeront nos innovations. Enfin, certains sont choisis pour parler de notre programme de fidélité, développe Célia Darnaud, responsable communication, médias et RSE de Nestlé Dolce Gusto. Du nom de produits au contrat rémunéré. Pour sélectionner ces porte-paroles, certaines entreprises lancent des appels sur leur site ou sur leur réseau social. L'Oréal, Mademoiselle Bio, Petit Bateau, Tape à l'œil, Nestlé. Objectif, troquer des produits contre des avis étayés. Le don de produits, c'est ce qui constitue l'essentiel des collaborations et c'est la première étape incontournable, soutient ainsi Guillaume Doki-Tonon, fondateur et CEO de Riche. Ici, pas de monnaie sonnante et trébuchante, il s'agit plutôt d'un échange de bons procédés. Le cadeau représente une valeur, ce type d'accord s'avère tout à fait légal, confirme Sardi Porlon, avocat au barreau de Paris, spécialisé dans l'influence. Le seul impératif est de mentionner la marque et la nature du poste sponsorisé. Pour dénicher la perle rare, les marques se tournent le plus souvent vers des agences de marketing d'influence qui travaillent pour le compte d'influenceurs. Lorsque nous travaillons avec un talent et son agence, nous établissons un brief et que nous étayons ensemble. Nous nous mettons d'accord sur le contenu, le nombre de posts et sur les objectifs visés en termes de vues, d'impressions, de commentaires, de likes, etc. avant de signer le contrat. Détail, Élodie Péribert, directrice marketing de Fanta. Certains prestataires mettent à disposition, moyennant finance, l'exploitation de leur inventaire. Les marques et les enseignes peuvent ainsi préciser leurs critères sur la plateforme afin de piocher parmi les créateurs de contenu les plus en adéquation avec leur cible. À l'affût des opportunités. En fonction de chaque recherche, les influenceurs sont scorés, notés. Nous établissons des recommandations avec des castings précis aux clients. Nous menons également une veille régulière sur les réseaux sociaux pour saisir toutes les opportunités de collaboration, relate Sacha Lemort, Senior Project Manager au sein de l'agence Ogilvy. Elle travaille notamment pour le compte d'Electrolux qui définit en début d'année un nombre de produits pour sa stratégie de seeding. Comprendre, ces produits sont envoyés en contrepartie de contenu. L'agence doit trouver le moment le plus opportun pour les proposer aux influenceurs et repère pour cela lorsque l'un d'entre eux annonce un déménagement, rénove sa cuisine et évoque un appareil en panne par exemple.
En quoi les nouveaux moyens de paiement dessinent-ils le futur des plateformes? À lire sur e-marketing.fr en date du 22 septembre. 85% des commerçants déclarent avoir constaté des changements de comportement chez leurs consommateurs. Si ces derniers ont profondément modifié leurs habitudes de consommation suite logique de la crise sanitaire et d'une digitalisation à marche forcée, ils ont également gagné en exigence. En 2021, les ventes en ligne ont augmenté de près de 15% pour devenir un marché de plus de 100 milliards d'euros. Pour les plateformes, les opportunités sont donc là. Mais encore faut-il savoir s'emparer de l'épineuse question du paiement. Or, on accuse aujourd'hui un vrai retard en la matière. En effet, bien que stratégique, 94% des plateformes françaises ont des expériences de paiement peu engageantes. Mais on assiste à un changement de paradigme, sous-entendu aussi bien par la diversité des nouveaux moyens de paiement que par la rapidité d'adoption des usagers en 2021 est donc une année décisive pour le secteur du paiement explication. Paiement des innovations qui se multiplient et des consommateurs conquis. Déjà en vogue depuis quelques années, le paiement mobile a explosé. Aujourd'hui, un tiers des Français qui réalisent au moins un achat par mois sur leur téléphone et la moitié des Français 79% des 18-24 ans envisagent d'utiliser le paiement par mobile. Le M-commerce devient incontournable, en particulier parmi les jeunes générations. Une révolution d'usage permettant la démocratisation et l'adoption des portefeuilles électroniques. À l'échelle européenne, plus de 25% des consommateurs utilisent déjà Apple Pay ou Google Pay. Au-delà du M-commerce et de la croissance des wallets, cette année s'est aussi distinguée par le développement de solutions de paiement à la carte. Les utilisateurs peuvent bénéficier de près de 25 moyens de paiement différents, Visa, Mastercard, PayPal. Les plateformes peuvent personnaliser et étoffer leur gamme pour séduire et fidéliser leur clientèle. En plus du moyen de paiement, les utilisateurs ont également le choix de la temporalité. Ainsi, le paiement fractionné ou Pay Now, Pay Later est très vite entré dans les mœurs. En 2020, 31% des Français ont eu recours au paiement fractionné, plus 6% par rapport à 2019. Le paiement en 3 fois ou 4 fois séduit, notamment pour les petits paniers. Près de 2 Français sur 3 l'utilisent pour des dépenses inférieures à 500 euros. Enfin, si les virements instantanés ou instatement payment ne constituent pour le moment que 1% des transactions en France en 2020, la BCE veut en faire la nouvelle norme dans les prochaines années. Certes, les Français embrassent l'innovation en matière de paiement, mais ils gagnent aussi en exigence pour leurs achats en ligne. Rapidité, fluidité et sécurité des échanges sont maîtres mots pour l'expérience utilisateur. Sachant que 70% des paniers sont abandonnés en ligne, les plateformes doivent investir en conséquence sur la partie paiement pour augmenter le taux de conversion. Paiement, les plateformes doivent continuer d'investir pour performer. Ces derniers mois, les transactions en ligne se sont multipliées. Toutefois, les processus de paiement instaurés par les plateformes accusent du retard et pas des moindres. À date, la quasi-totalité des grandes entreprises françaises admettent commettre de nombreuses erreurs sur leur expérience de paiement. Au début du e-commerce, elles ont investi sur des sites internet optimisés pour l'achat en ligne. À l'avènement du mobile first, il fallait faire un site avec une page de paiement mobile responsive. Dorénavant, l'enjeu est du côté des applications et il implique des investissements technologiques gargantuesques pour garantir une expérience de paiement optimisant la conversion. En effet, on ne compte plus les acteurs du retail avec des applications où se déroule désormais une part grandissante des transactions financières. En plus de la multiplication des canaux d'achat online, les plateformes se confrontent à une réglementation de plus en plus lourde à gérer. Les contraintes liées à la double authentification freinent naturellement la rapidité des paiements. Depuis cet été, les achats supérieurs à 30 € doivent faire l'objet d'une authentification renforcée. Or, pour la majorité des plateformes, les processus sont loin d'être rodés et les risques de perte d'utilisateurs dans le funnel de conversion sont majorés. Pour gagner et fidéliser de nouveaux clients, il est nécessaire d'offrir une expérience de paiement fluide et sécurisée. À ce propos, il peut être utile pour les plateformes de mettre en avant sur leur page certaines garanties, notamment lorsqu'elles sont moins connues du grand public. Par exemple, l'option d'un paiement PayPal peut servir de gage de confiance et rassurer les consommateurs avertis. De même, pour les paiements fractionnés, faire appel à des prestataires externes ayant une résonance locale peut être pertinent pour des plateformes ayant peu de ressources internes. D'ici 2025, le marché du commerce digital mondial devrait augmenter de 1 000 milliards de dollars et les solutions de paiement en ligne
seront la clé de voûte de cette croissance. Néanmoins, la principale problématique de toute plateforme reste de générer du trafic sur son site et d'optimiser son taux de conversion. Pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel, il est donc stratégique de faire appel à des partenaires de confiance capables de gérer tous les aspects de la brique paiement. Si les grandes marketplaces ont les moyens de posséder la technologie, la majorité s'aide d'ores et déjà d'API et d'experts pour les accompagner sur ces nouveaux challenges. Gestion, sécurisation des échanges, authentification, etc. Facebook, Instagram, WhatsApp, la stratégie de Mark Zuckerberg pour charmer les e-commerçants. À lire sur l'usine digitale en date du 17 septembre. Facebook a lancé le 16 septembre une série de nouvelles fonctionnalités permettant aux entreprises de se connecter à leurs clients. Une annonce qui s'inscrit dans son ambition de devenir le partenaire privilégié des TPE et PME, mais également des plus grosses structures. Ces nouvelles fonctionnalités aideront Facebook, l'un des leaders de la publicité en ligne, la publicité ciblée en ligne, à offrir des expériences d'achat personnalisées aux utilisateurs de ces réseaux sociaux et applications de messagerie instantanée, à commenter Karandip Anand, désolé pour la prononciation, vice-président of Business Product au sein de Facebook, cité par Reuters. Intégrer un bouton vers WhatsApp. Facebook va offrir la possibilité aux entreprises d'ajouter un bouton sur leur profil Instagram pour permettre aux utilisateurs de leur envoyer un message sur WhatsApp en un seul clic. L'intégration de WhatsApp est particulièrement importante pour les clients dans des pays comme l'Inde et le Brésil où l'application de messagerie est très largement utilisée, a indiqué Karandip Anand. Toujours sur Instagram, les entreprises à l'origine de publicité pourront choisir toutes les messageries sur lesquelles elles sont disponibles, c'est-à-dire sur Instagram avec les directs sur WhatsApp ou Messenger. Effectuer des devis. Les internautes pourront également effectuer une demande de devis directement sur Messenger grâce à un bouton dédié situé sur le profil Facebook des entreprises. Ils seront renvoyés vers un court questionnaire de 4 à 5 questions. Cette fonctionnalité semble particulièrement intéressante pour les petites entreprises pour qui le devis est un véritable outil marketing et de prospection. Facebook a également annoncé des mises à jour au sein de Facebook Business Suite, une interface à destination des PME et des TPE. Présentée en septembre 2020, elle leur permet de gérer l'ensemble de leurs comptes sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp, via une interface unique. Un service de messagerie sera bientôt intégré à Facebook Business Suite, ainsi qu'une nouvelle fonctionnalité permettant aux entreprises de créer, gérer et publier facilement du contenu directement sur la plateforme. Créer un portefeuille de services dédié à l'e-commerce. À travers ses différentes filiales et son réseau social, Facebook veut créer un véritable portefeuille de solutions dédiées à l'e-commerce. Nous investissons dans la construction de l'avenir du commerce, avait déclaré Mark Zuckerberg, patron de Facebook, lors du lancement de Facebook Marketplace, un service de petites annonces. L'objectif est évidemment de monétiser les services proposés grâce à sa présence presque monopolistique dans la publicité en ligne et les outils d'interaction sociale. Mais cette stratégie inquiète certains régulateurs. La Commission européenne a ouvert une enquête en juin dernier sur Facebook Marketplace. Elle souhaite déterminer si Facebook enfreint les règles de concurrence européenne en utilisant des données publicitaires recueillies auprès d'annonceurs afin de les concurrencer sur les marchés où il est présent, celui des annonces en ligne. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.